Et je dois vous annoncer d'abord un petit changement dans les prochaines semaines. Il y a quelques modifications dans l'ordre des intervenants des prochaines séances de séminaire. La semaine prochaine, mardi 14 mars, c'est Alexandre de Vitry qui parlera de Péguy. Le mardi 21 mars, c'est Jessica Desclos qui parlera de Maurice Barrès. Et le 28 mars, pour la dernière séance, c'est Gisèle Sapiro. En fait, elle devait parler la semaine prochaine, mais elle n'est pas libre la semaine prochaine. Donc, Alexandre de Vitry et Jessica Desclos ont gentiment accepté de décaler leur performance. Et la dernière séance, nous écouterons donc Gisèle Sapiro pour une sociologie des querelles littéraires. Gisèle Sapiro, c'est donc quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur justement l'épuration après Vichy. Et en faisant le cours que je faisais aujourd'hui, je voyais vraiment un certain nombre de points qui méritaient d'être rapprochés, plus que je ne l'avais pensé jusqu'ici. Mais aujourd'hui, donc, nous sommes conformes au calendrier qui avait été annoncé. Et bien sûr, maintenant, j'ai perdu dans mes papiers le bout de papier avec lequel je voulais présenter Laurent, mais qui est perdu dans... Je ne vais plus pouvoir réciter sa bibliographie. Voilà. Nous avons donc comme invité aujourd'hui Laurent Génie, qui est professeur honoraire à l'Université de Genève. Alors, il a écrit beaucoup de livres, bien entendu. Il a travaillé sur Victor Hugo, sur Roger Caillois, sur Maurice Blanchot, Michaud, Klossowski. En pensant à l'invité, je pensais en particulier à deux livres qui méritaient que l'on intervint dans le cadre d'une réflexion sur la littérature comme sport de combat ou la guerre littéraire. L'un de ses premiers livres qui est intitulé « La terreur et les signes », et puis un livre beaucoup plus récent de 2008 intitulé « Je suis la Révolution, histoire d'une métaphore 1830-1975 ». Donc cette image poétique de la Révolution. Le titre qu'il nous a donné pour aujourd'hui est plutôt dans cette lignée, il me semble, puisque c'est Poésie et Révolution. Alors je ne sais pas si on va retrouver un certain nombre de ces figures de la guerre littéraire que j'ai pu énumérer jusqu'ici. En tout cas, je te donne la parole, bien heureux que tu aies pu venir dans le cadre de ce cours et de ce séminaire. Merci Antoine. Poésie et révolution, je vais parler en fait de la métaphore qui lie ces deux termes pendant environ un siècle et demi, la poésie comme révolution. Ça fait quelques années que je m'intéresse à la façon dont l'art et la littérature se pensent pas seulement à travers des discours critiques ou théoriques, mais aussi à travers des métaphores qui sont plus ou moins adéquates. Les métaphores, d'un point de vue logique, ne sont ni vraies ni fausses, mais ça ne les empêche pas d'avoir un certain pouvoir de description, et de ce point de vue-là, elles sont plus ou moins pertinentes. Elles ont le pouvoir de révéler un certain nombre de traits de ce qu'elles métaphorisent, mais aussi d'occulter fatalement, pour partie, la réalité de ce qu'elles décrivent. Nous avons tous l'habitude de penser par ce qu'on appelle, depuis Lakoff et Johnson, des concepts métaphoriques, mais en procédant de cette façon, nous ne savons pas toujours ce que nous pensons. Parce que penser par concept métaphorique, c'est une façon très implicite de penser, et les implications, par définition, sont toujours à demi voilées.
Elle demande à être extraite et examinée si nous voulons juger de la pertinence des métaphores. Alors, s'agissant de métaphores, j'ai voulu m'intéresser à la métaphore très durable en France, qu'on peut situer entre 1830 et, je dirais, 1974, je dirais tout à l'heure pourquoi. La métaphore qui a cherché à décrire la poésie et plus généralement l'art à travers la notion politique de révolution. Comme toujours dans le cas des concepts métaphoriques, les deux termes du rapprochement poésie et révolution sont très clairs, mais les justifications implicites de ce rapprochement sont beaucoup plus obscures. Et c'est ce qui nous conduit à une situation surprenante. Nous devons travailler sur un lieu commun, apparemment très familier, mais il faut faire un travail archéologique pour comprendre ce que veut exactement dire ce lieu commun. C'est un lieu commun qui a bercé ma jeunesse, puisque j'ai eu 19 ans en 1968, et ce mythe de la révolution poétique, je l'ai connu, j'en ai été contemporain, et je n'étais pas étonné lorsque Julia Kristeva a intitulé un gros ouvrage « Révolution du langage poétique ». C'était un lieu commun déjà ancien, tout à fait admissible, vraisemblable. Aujourd'hui, je pense qu'on peut se retourner sur lui et tenter de l'analyser, peut-être parce que nous sommes à distance et que nous sommes sortis de l'évidence de cette pensée métaphorique. En travaillant sur les implications de ce lieu commun métaphorique, j'ai découvert des choses surprenantes et je pourrais tout de suite annoncer en fait ce qui a été le résultat de cette enquête. Derrière la notion de révolution poétique, j'ai trouvé une pensée, effectivement, une double pensée. D'une part, la révolution a servi à désigner un parti pris esthétique que je décrirais comme anti-organiciste, un parti pris assez constant depuis le romantisme et qui s'est radicalisé au cours de ce siècle et demi. Et d'autre part, cette métaphore a servi à promouvoir une certaine ontologie du poétique et de l'innovation poétique comme événement absolu. Absolu littéraire, c'est une notion qui aussi était courante dans les années 70. Mais avant d'y venir, je voudrais retracer le trajet que j'ai fait. La première question que je me suis posée, c'était à quel moment ont bien pu se nouer la pensée du poétique et celle du politique. Parce qu'un tel rapprochement n'aurait pas eu de sens à l'âge classique, ce qui ne veut pas dire que la littérature classique se soit écrite en dehors de tout espace politique. Mais si je pense par exemple à quelqu'un comme Malherbe, un poète comme Malherbe, bien sûr, son projet poétique s'inscrit dans un certain espace politique. Il s'agit pour lui de fédérer une nation monarchique autour d'une langue commune, épurée, rationalisée. Mais pour autant, Malherbe ne considère pas l'écriture comme un acte politique en soi. Il compare plutôt l'écriture à l'activité d'un bon joueur de quilles. Et il voit cette activité comme un instrument au service d'une politique royale, ce qui n'est pas la même chose que de le considérer comme un acte politique en soi. J'ai découvert aussi, dans ce travail archéologique, que la métaphore de la révolution poétique était adossée à une autre métaphore beaucoup plus ancienne et qui nouait déjà le littéraire et le politique d'une façon sensiblement différente. Cette métaphore socle, c'est celle de la République des lettres. Dès avant la Renaissance, on parle en Europe de République des lettres pour désigner la communauté des lettrés.
tous ceux qui ont en partage le savoir hérité de l'Antiquité. Donc lettrés, il ne s'agit pas ici seulement des littéraires, hein, il s'agit de tous ceux qui ont en partage le savoir hérité de l'Antiquité et qui forment une sorte de communauté idéale. Au XVIIIe siècle, la République des lettres anticipe alors un ordre politique qui est encore à venir. Et elle l'anticipe avec déjà des valeurs d'universalité, d'égalité, de liberté. Mais cette métaphore va se trouver profondément renouvelée par la Révolution française, qui instaure une république réelle et non plus une république imaginaire ou une république passée, l'une des républiques de l'Antiquité. Durant la Révolution française, se fait jour l'idée que la République des lettres n'existe pas encore sur un mode vraiment républicain. C'est le grammairien révolutionnaire Domergue, par exemple, qui écrit en 1791 « Abolissons les ordres, fondons la République des lettres ». En réalité, le monde des lettres est dénoncé comme une fausse république et une véritable aristocratie. La faute en est à l'Académie française, qui est alors identifiée à un pouvoir monarchique exercé sur les lettres, un pouvoir qu'il s'agirait de démocratiser. On pense alors à la réformer sur le modèle de la Convention républicaine, à en faire une sorte d'assemblée démocratique où chacun aurait le droit à la parole dans la législation de la langue. En 1801, Louis-Sébastien Mercier, dans sa Néologie, revendique lui aussi le droit démocratique des écrivains dans la production de la langue. La République des lettres révolutionnaire aspire donc à devenir une république démocratique des lettrés, où tous auraient le même droit à régenter la langue et les lettres. Mais nous sommes encore loin de l'idée d'une révolution qui aurait lieu dans l'œuvre littéraire elle-même, et pas seulement dans la communauté littéraire. S'il arrive au début du XIXe siècle qu'on parle de révolution littéraire ou poétique, ça n'a encore aucune implication politique. On utilise le terme révolution au sens qu'il avait jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, au sens d'une mutation brusque. Une révolution, c'est un changement brusque dans l'ordre des choses, qu'il s'agisse d'un changement brusque dans l'ordre des choses naturelles ou dans les affaires humaines. Et ce changement n'implique pas du tout l'idée de progrès ou l'idée d'émancipation. En Angleterre, on nomme revolution le retour des Stuarts, qui est en fait une restauration monarchique. Il y a donc des révolutions dans les lettres, comme le nomme Condillac au XVIIIe siècle, dans son cours d'histoire moderne. Il y a un chapitre qui s'appelle « Des révolutions dans les lettres et dans les sciences ». Mais par là, on désigne simplement des modifications esthétiques profondes, des brusques revirements. Il faut attendre 1830 et la maturation du romantisme français pour que l'idée d'une solidarité intime entre le politique et le poétique se fasse jour. Effectivement, les tout premiers romantiques français sont novateurs en littérature, mais ils sont réactionnaires en politique. Ils sont pris dans une sorte de contretemps esthético-littéraire. Chez Hugo, l'idée se fait jour lentement. D'abord, c'est l'idée d'une, je cite, « connexité des révolutions poétiques et des révolutions sociales ». C'est une idée qui se fait jour à partir de 1822, mais à un moment où il est encore monarchiste. Il faut attendre 1830 et la préface d'Hernani pour qu'Hugo déclare clairement, je cite, « La liberté littéraire est fille de la liberté politique. Ce principe est celui du siècle et prévaudra. » Cette idée qui nous paraît aujourd'hui si banale est cependant une nouveauté absolue en France, et ailleurs aussi, me semble-t-il. Elle est partagée en 1830 par Sainte-Beuve, qui affirme que les romantiques
sont des libéraux de fait et de nature, même quand leurs opinions politiques inclinaient en arrière. L'innovation littéraire a donc désormais une signification politique intrinsèque. Mais il va falloir attendre près d'un quart de siècle pour qu'en 1854, Hugo construise et revendique dans un grand poème, Réponse à un acte d'accusation, la métaphore de la révolution poétique, celle qui m'intéresse et qui va donc perdurer pendant près d'un siècle. Dans ce poème, que Hugo date fictivement de 1834, il se dépeint lui-même sous les traits d'un Danton ou d'un Robespierre, c'est-à-dire d'une sorte de terroriste de la littérature qui aurait fait souffler un vent révolutionnaire sur l'Académie française. Il oublie un peu qu'il en faisait partie en 1841 et qu'il y défendait des positions beaucoup plus sages. Mais, quoi qu'il en soit, on retrouve dans son poème l'imagerie révolutionnaire de la lutte contre l'Académie française comme emblème d'un fonctionnement aristocratique de la littérature. Mais on trouve beaucoup plus, et beaucoup plus important pour nous. La nouveauté de Hugo en 1854 n'est pas là. Elle consiste à se poser en libérateur, pas seulement de la littérature ou des lettrés, mais en émancipateur des mots eux-mêmes. Hugo prolonge et transforme une idée révolutionnaire qui inspire sa métaphore. C'est l'idée exprimée par l'abbé Grégoire, conventionnel révolutionnaire, selon laquelle, je cite, « Les mots sont classés dans la langue comme les sujets dans une monarchie ». Pour l'abbé Grégoire, ça signifiait seulement qu'il fallait abolir les privilèges, pas seulement dans la société, mais dans les registres de style. Admettre dans la langue les mots réputés bas. Mais chez Hugo, la révolution se fait dans le poème et pas seulement dans la langue. Elle a un sens beaucoup plus radical. Il s'agit bien avant Mallarmé de reconnaître une initiative aux mots. Hugo les dote d'une vie propre, déclarant par exemple, je cite, « J'ai dit aux mots, soyez République, soyez la fourmilière immense et travaillez, croyez, aimez, vivez. » Pour Hugo, il ne s'agit pas seulement de promouvoir les mots bas, comme pour l'abbé Grégoire. Il s'agit de faire du mot un être vivant, doté d'une âme et d'une autonomie. S'arrachant à l'ordre rhétorique qui pense le mot comme un instrument au service d'actes discursifs et de périodes organisées en bonne forme, Hugo se présente comme celui qui libère le pouvoir d'invention du mot lui-même. Il décrit le mot comme un être qui flotte dans notre tête, je cite, « trouvant toujours le sens comme l'eau le niveau ». Comme plus tard chez Rimbaud, le mot accroche de la pensée et du sens. On voit tout de suite, cependant, ce qu'il y a de profondément ambigu dans cette libération du mot. Elle renverse donc la poétique de la phrase qui présidait à la rhétorique, mais du même coup, elle dépossède le sujet parlant d'une part de sa maîtrise de la parole. Et ça ne va pas sans une certaine inquiétude chez le libérateur des mots lui-même, chez Hugo. Le poète ne sait plus d'où lui vient le sens. Il scrute le mot, je cite, c'est la suite, ça s'appelle suite de la réponse à un acte d'accusation. Le mot, le terme, type, on ne sait d'où venu, face de l'invisible, aspect de l'inconnu, créé par qui, forgé par qui, jailli de l'ombre. Donc peut-être le mot est-il libéré par Hugo, mais dès lors le problème qui se pose, c'est celui de l'origine obscure du sens, de cette nuit d'où émerge la parole. La libération du mot ne va pas sans inquiétude.
Elle dépossède pour une part le poète de sa maîtrise sur le discours, et d'autre part, elle dote le mot d'une obscure transcendance. Hugo, dans sa révolution poétique, donne parfois l'impression d'être un apprenti sorcier et de se trouver confronté, en fait, à la terreur de sa propre invention. C'est intéressant parce que c'est tout le même rapport qu'il entretient à la Révolution. Il a commencé par longtemps être horrifié par la Révolution. Comme beaucoup de ses contemporains, Hugo a considéré la Révolution comme un mal absolu, abyssal, la pure impureté, disait Joseph de Maistre. Puis, progressivement, il a fait la différence entre les apports démocratiques de la Révolution, Mirabeau, et ses destructions, la terreur. Mais surtout, Hugo a développé une idée providentialiste de la Révolution originale, différente de celle de Joseph de Maistre. La Révolution est l'œuvre de Dieu, la terreur est un mal nécessaire, mais c'est une épreuve incompréhensible envoyée par Dieu sur le chemin de la civilisation et du progrès. En politique comme en poétique, l'émancipation ne va pas sans une obscure négativité. À la mort du roi correspond le détrônement du poète, dont l'onde de choc se fera sentir bien au-delà de Hugo. La révolution poétique n'est pas une fête heureuse, c'est un bouleversement dont Hugo est à la fois agent et patient. Et il me semble que le retentissement, en fait, du poème de Hugo va être double. Sur un mode symptomatique, il annonce une poétique du mot qui va être la poétique du siècle à venir, qui ne va faire que se radicaliser, en fait, jusqu'à Mallarmé et au-delà, jusqu'aux futuristes. Et j'en parlerai peut-être, si j'ai le temps, jusqu'à tel quel. Sur un plan explicitement idéologique, ce qui est très intéressant, c'est qu'Hugo va trouver un lecteur et un contradicteur très attentif en la personne de Charles Maurras, fondateur, comme vous le savez, de l'Action française. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Maurras, lui aussi, est venu à la politique par l'esthétique, et que sa théorie de la société est née de sa critique littéraire. À noter d'ailleurs, et j'anticipe, que Blanchot va faire le trajet inverse, va passer de la politique à la littérature. En 1922, Maurras rassemble sous le titre « Romantisme et Révolution » des textes qui sont déjà anciens. Pour Maurras, qui est un défenseur de la monarchie, les liens entre romantisme et révolution sont étroits et ils sont, si on peut dire, symétriques. Il pense que la première révolution française de 1789 a fait fermenter le romantisme. C'est donc ici le politique qui a des conséquences littéraires. Mais en revanche, Maurras pense que le romantisme a été la cause des révolutions suivantes, 1830, 1840, 1870. Et il rêve qu'au début du XXe siècle, une critique du romantisme soit à l'origine d'une restauration monarchique. Plus précisément, et pour en revenir à Hugo, il critique vivement l'émancipation du mot qui a été promulguée dans son poème par Victor Hugo. Effectivement, il y voit un ferment de rupture et de déliaison, non seulement poétique, mais aussi politique, puisque, à ses yeux, comme à ceux de Hugo, les deux ordres sont liés. Le principe d'égalité renverse le modèle social monarchique, modèle qui est fondé sur des hiérarchies, des traditions, des corporations. Le romantisme, en suivant Hugo, en installant le mot à la place royale, a opéré la dissolution de tous les liens de signification, de la même façon que la mise à mort du roi a défait d'un coup tous les liens sociaux. Cette critique qu'il fait à Hugo, d'ailleurs, Maurras est le premier à relever qu'elle a sa suite chez Mallarmé, chez Rimbaud aussi. Au total,
L'apport de Hugo à la métaphore de la Révolution apparaît décisif. J'en soulignerai pour le moment deux implications. Cette métaphore, elle inaugure une poétique du mot contre la phrase, une esthétique anticlassique, donc, qui privilégie l'élément par rapport à la structure. Et cette esthétique, donc, va s'affirmer dans toutes les avant-gardes à venir. Mais c'est une poétique du mot qui met en crise la subjectivité de l'énonciation poétique. Elle l'affronte à une dépossession qui est la face négative de l'émancipation verbale. Si la métaphore de la Révolution paraît si pertinente, c'est que l'émancipation du mot est porteuse d'une forme de terreur poétique, comme la Révolution l'a été d'une terreur politique. Il y a une machine folle de la signification que plus personne ne contrôle parce que les mots parlent d'eux-mêmes. Une autre raison du succès de la métaphore de la révolution poétique, c'est qu'elle sert de modèle à l'événementialité poétique des avant-gardes. Le poétique ambitionne une valeur d'innovation absolue. À ses yeux, chaque œuvre devrait opérer une sorte de déchirement du temps, de suspendre l'histoire, là où, au contraire, l'événementialité poétique classique s'inscrit toujours dans une durée, se veut le prolongement d'une tradition et d'une mémoire. La syncope du temps historique, d'ailleurs, Chateaubriand l'avait déjà associé au moment révolutionnaire. Dans son essai sur les révolutions, en 1796, il écrivait, je cite, « Le mal, le grand mal, c'est que nous ne sommes point de notre siècle. Chaque âge est un fleuve qui nous entraîne selon le penchant des destinées quand nous nous y abandonnons, mais il me semble que nous sommes tous hors de son cours, hors donc du cours du temps. » Donc, la poésie cherche à penser son événement à travers celui de la Révolution. Et elle se heurte aux ambiguïtés de l'événement révolutionnaire. Effectivement, quelle sorte d'événement est la Révolution ? Ce qui hante la pensée de la Révolution depuis au moins Chateaubriand et Hegel, c'est la question de savoir si elle est un événement absolu, le summum de l'accomplissement volontaire, le triomphe du vouloir humain, ou au contraire, si elle est un non-événement, le simple résultat machinal et involontaire d'un enchaînement de causes, un résultat subi. Cette question est fondamentale, et on va voir qu'elle ricoche dans la pensée de la poésie, mais je la détaille. D'abord, dans un article de 1819 intitulé « De la Vendée », Chateaubriand écrit ceci : « La Révolution était achevée lorsqu'elle éclata. C'est une erreur de croire qu'elle a renversé la monarchie, elle n'a fait qu'en disperser les ruines. » En fait, ça revient à dire que la Révolution n'est pas un agent historique. En fait, Chateaubriand voit dans l'histoire de la monarchie française un processus d'affaiblissement interne, de corruption, et on pourrait dire que Chateaubriand lance ici une idée qui va nourrir toute la tradition contre-révolutionnaire. On la retrouve presque textuellement chez Maurras, dans son livre « La contre-révolution spontanée ». Je cite Maurras, cette fois-ci, « Les révolutions sont faites avant d'éclater ». Et comme Chateaubriand, il explique la Révolution française, par la trop grande proximité du roi vis-à-vis de son peuple, proximité qui a entraîné une sorte de suicide de la monarchie. La Révolution, c'est donc le contraire d'un événement. C'est une sorte de synergie à l'envers, où les faiblesses de la nation et du roi se sont aggravées l'une l'autre. Ce n'est pas le résultat d'une révolte de bas en haut, c'est un phénomène d'abdication qui s'est développé de haut en bas.
Mais Maurras va nettement plus loin dans son désir de vider de contenu l'idée révolutionnaire. Il s'agit pour lui de retirer à la Révolution non seulement toute événementialité, mais même toute causalité. Car si la Révolution avait des causes, elle risquerait d'avoir des justifications. Elle pourrait être légitimée. C'est pourquoi Maurras est amené à distinguer radicalement entre conditions et causes. Je cite : « Les historiens qui cherchent des conditions économiques de la Révolution sont des sages. Ceux qui appellent ces conditions une cause sont des fous. La cause est toute intellectuelle ou morale. Elle tient aux nuées qui ont endormi le sens de l'autorité, de la responsabilité dans l'esprit de Louis XVI et de ceux qui avaient dû représenter autour de lui l'idée de gouvernement. » Donc il s'agit de contrer une lecture marxiste de l'histoire. Il s'agit de dénier à des conditions matérielles la valeur de causes agissantes. Mais cette position n'est pas facile à maintenir jusqu'au bout. Si la Révolution est explicable seulement par un affaiblissement monarchique, si les conditions économiques ne sont pas des facteurs déclenchants, alors du même coup, la force de l'idée révolutionnaire apparaît extraordinairement puissante. Rousseau, à lui tout seul, et par la force de sa pensée, apparaît responsable de la Révolution. Si les causes matérielles de la Révolution s'effacent, alors ces causes intellectuelles triomphent. Le débat sur l'essence de la Révolution et sur sa qualité d'événement s'est poursuivi dans toutes les années 30 en France. En réaction à la théorie marxiste de la Révolution, tout un mouvement intellectuel de droite, dissident de Maurras, mouvement qui a été baptisé par les historiens les non-conformistes. Il s'agit de Emmanuel Mounier et de la revue Esprit, Denis de Rougemont, Esprit et Ordre Nouveau, Thierry Monnier, Combat. Donc, ces non-conformistes s'efforcent d'arracher au matérialisme l'idée de révolution. Et l'enjeu devient l'élaboration d'une idée spirituelle de la révolution. En 1933, Robert Aron et Arnaud Dandieu publient leur essai qui s'intitule « La révolution nécessaire ». En fait, ils se réclament d'une sorte de Marx libertaire qui serait proche de Proudhon et de Bakounine. Et ils définissent la révolution sur un mode personnaliste, je cite, comme une émancipation de la personnalité humaine. Ils contestent vivement, en revanche, le déterminisme matérialiste des marxistes. Le malentendu révolutionnaire contemporain est dû à la contradiction interne du marxisme. Le mécanisme et le déterminisme qui servent de base et de méthode à la tactique marxiste décapitent l'élan révolutionnaire. Au fond, à leurs yeux, le matérialisme historique a une conséquence paradoxale, c'est de promouvoir une révolution sans sujet révolutionnaire. Effectivement, on n'a pas besoin de sujet révolutionnaire si la révolution est le résultat mécanique, en fait, de causes économiques. Et ils prennent le contre-pied, au fond, de cette idée de la révolution, en proposant donc de replacer la personne au cœur du processus révolutionnaire. Si je me suis étendu un peu longuement sur ce mouvement en fait, des non-conformistes des années 30, c'est parce que je crois que la pensée politique, mais aussi littéraire de Blanchot est incompréhensible en dehors de ce cadre. Maurice Blanchot va radicaliser en fait les idées personnalistes jusqu'à la non-personne. Il faut se souvenir qu'avant d'être un critique et un théoricien à l'influence décisive sur le monde des lettres de l'après-guerre, il a mené de 1931 à 1937 une carrière de chroniqueur surtout politique dans un certain nombre de périodiques de la droite non conformiste, où par ailleurs il exerçait une fonction de critique littéraire.
Donc nous retrouvons en fait ce lien, évidemment, autour duquel je travaille, ce lien du littéraire et du politique et de leur conversion possible à certains moments. En avril 1933, justement, Blanchot publie dans la Revue française un article qui est intitulé « Le marxisme contre la Révolution ». Il est donc dans la lignée des non-conformistes. Mais en fait, il va beaucoup plus loin qu'eux. Il va beaucoup plus loin qu'eux parce que dans cet article, il tend à identifier la Révolution à l'impossible, une notion qu'on va retrouver en littérature chez Blanchot. Je cite Blanchot. « Car la Révolution ajoute à ce qui est une existence supplémentaire qui est absurde et incroyable. Dans la mesure où elle doit bouleverser une société encore intacte, elle reste incompréhensible. Elle s'exprime tout entière dans le fait d'abolir un monde. Tant que ce monde subsiste, elle est difficile à concevoir et il est presque impossible de la concevoir comme réelle. La réalité des choses dont la destruction est toute sa réalité l'assure en quelque sorte de son impossibilité indéfinie. » Ce qui caractérise donc la Révolution, c'est, là encore, qu'elle n'a pas de cause, qu'elle est impensable, qu'elle n'a pas de racine, en fait, dans l'ordre du monde, qu'elle est de l'ordre d'une contingence absolue, ou encore, on pourrait dire, on devrait la comparer au miracle. C'est un événement du même ordre, pour Blanchot, dans ces années-là. Il y a quelque chose qui va l'acheminer du côté de la littérature, cette révolution impossible, c'est son caractère fictionnel. Je cite encore Blanchot, à propos de révolution. Mais aussi, cette impossibilité de la révolution, dont seul le succès la rachète, vient de ce qu'elle n'est jamais nécessaire. Si elle l'était, elle serait inutile. Contrairement à l'ensemble des choses qu'elle se propose de remplacer, elle est exclue de leur pente même. Elle est, au regard de tout le reste, inventée. Elle est inventée. C'est une sorte de fiction pure de l'ordre des choses, dans l'esprit de Blanchot. Alors, avec une conception comme celle-ci de la Révolution, on est obligé de sortir de l'espace du politique, parce qu'il n'y a pas, en fait, d'action politique qui puisse faire advenir des miracles. Et c'est ce que fait, effectivement, Blanchot. En 1937, il sort de l'espace politique, c'est la fin de ses chroniques politiques, mais il sort de l'espace politique pour entrer dans l'espace littéraire. Et tous les caractères de la Révolution qu'il avait définis, on va les retrouver à propos de littérature. Il y a un article décisif en 1937, qui est tout un programme chez Blanchot, ça s'intitule « De la Révolution à la littérature ». Donc, si le chemin est pensable aux yeux de Blanchot, c'est parce que, et il le dit dans cet article, la Révolution est au regard de tout le reste inventée. C'est une fiction pure. C'est une fiction pure, pas au sens où elle n'a aucune chance d'exister, mais où, encore une fois, au sens où l'ordre qu'appelle la Révolution n'existe pas dans le monde. Et c'est l'œuvre littéraire qui va prendre la place de l'exigence révolutionnaire. Par la nouveauté de son existence, elle annule ce qui la précède. Il y a cette idée très blanchotienne que toute œuvre nouvelle abolit, en fait, les œuvres précédentes. Elle annule une part du réel ordinaire et sa force d'affirmation tient à ce pouvoir négateur. L'action révolutionnaire, je cite Blanchot, est en tout point analogue à l'action telle que l'incarne la littérature, passage du rien au tout, affirmation de l'absolu comme événement et de chaque événement comme absolu. Donc, nous avons avec Blanchot en fait un nouveau chapitre de cette métaphore
pas seulement la poésie, mais cette fois toute la littérature comme révolution. Et on voit que chez Blanchot, l'accent est mis sur l'ontologie de l'événement littéraire. C'est un événement absolu. C'est ça que Blanchot tire de sa pensée de la Révolution. La posture de Blanchot éclaire en fait aussi la conception surréaliste de la Révolution. Ici, je n'ai pas le temps de m'étendre très longuement, mais je voudrais dire quelques mots sur l'année 1924, où les surréalistes lancent une revue qui s'appelle Révolution surréaliste, la Révolution surréaliste. Mais à l'époque, ils ne sont pas du tout marxistes, ils n'ont pas lu Marx, et ils sont très peu politisés. Ça va se faire dans l'année 1925. Alors qu'est-ce que ça signifie? Il y a l'exergue de la révolution surréaliste. Nous sommes à la veille d'une révolution. Oui, mais quelle sorte de révolution? Leur révolution, en fait, elle est teintée de culture anarchiste. Elle anticipe celle de Blanchot en ce sens qu'elle n'a pas beaucoup de commencements dans le monde. Je cite: « Le seul mot de liberté est ce qui m'exalte encore, dit Breton, c'est l'absolue liberté. » Mais la révolution surréaliste, ce n'est pas un programme d'action, c'est une imminence, c'est quelque chose qui doit surgir, en fait, dans les rues. Et je crois qu'on n'a pas assez relevé que les fondements de la théorie surréaliste lui interdisent, en fait, toute possibilité d'action politique. Je vous rappelle l'identification du surréalisme à l'automatisme psychique, la confiance affichée dans le rêve pour la résolution des problèmes de la vie, l'apologie de la distraction, la doctrine de l'irresponsabilité du sujet vis-à-vis de ses écrits. Tous ces principes s'opposent en fait à l'idée d'action révolutionnaire. Il y a là un retranchement de l'action, comme dans le cas de Blanchot, mais qui conduit à une exaspération du désir révolutionnaire. Avant Blanchot, les surréalistes de 24 en appellent à la terreur, mais leur stratégie, ce n'est pas une stratégie d'action, c'est une stratégie de passivité, c'est celle de la grève, et non pas de la prise de pouvoir. Sur le plan politique, ils laissent l'initiative aux masses, comme sur le plan poétique, ils laissent l'initiative aux mots. C'est que l'écriture automatique les a mis à pied, d'une certaine façon, en tant qu'écrivains, et le fanatisme de la liberté se rejoue dans le champ de l'imagination. La révolution, c'est pour eux la figure même de l'événement poétique, événement bouleversant, absolu, mais qui d'une certaine façon se produit sans eux. La dernière avant-garde a noué, et j'en parlerai très rapidement, un lien métaphorique entre poésie et révolution, c'est le mouvement tel quel, de 1967 à 1974. Je ne vais pas entrer dans les détails de la mythologie telle qu'elienne, mais je me contenterai de relever qu'on trouve les deux implications les plus constantes de la métaphore de la révolution poétique, telle qu'elle promeut une poétique de libération non plus du mot, mais de la signifiance, contre le signifié. En deçà même de l'initiative au mot, il s'agit d'activer une scène plus originaire de la parole encore. L'écriture, qui est baptisée matérialiste, réalise presque magiquement cette activité révolutionnaire. Écrire, c'est faire la révolution. La figure tutélaire de cette réalisation, ce n'est pas le marquis de Sade, comme c'était pour Blanchot, écrivain et révolutionnaire, c'est Mao Tse-tung, le révolutionnaire qui est aussi un poète, et qu'on traduit en tant que poète dans tel quel. Une dernière fois, les deux images politique et poétique se superposent en une seule personne, avant que cette identification ne vole en éclats en 1974, à l'occasion du voyage réel que fait le groupe tel quel en Chine. Le temps de la métaphore révolutionnaire est passé. Elle s'est épuisée, en fait, avec les derniers feux de tel quel
et la mort de Mao. L'histoire qu'il avait nourrie de ses éclats pendant un siècle l'a soudain vidé de ses prestiges. C'est étrange, mais ce n'est pas inexplicable pour qui, comme moi, a le souvenir de l'avoir vécu comme un mythe encore actuel, un mythe vivace dans les revues. Et c'est sans doute ce désenchantement historique qui permet aujourd'hui de comprendre ce qu'a voulu dire vraiment cette métaphore. Sous couvert de politique, la métaphore, en fait, n'a cessé de livrer un combat esthétique, un combat anticlassique, je disais anti-organiciste, et ce combat était annoncé par Schlegel, en fait, dès 1797, dans ses fragments critiques. Je cite Schlegel, « La poésie est un discours républicain, un discours qui est à lui-même sa propre loi et sa propre fin, et dont toutes les parties sont des citoyens libres ayant le droit de se prononcer pour s'accorder. » De Schlegel à tel quel, le principe de citoyenneté libre des éléments du poétique n'a cessé de se radicaliser en s'appliquant à des parties du discours littéraire de plus en plus restreintes. On est passé, via Hugo, Mallarmé et Kristeva, de l'autonomie des parties de l'œuvre à l'indépendance du vers ou du mot ou encore des phonèmes, entités infralexicales chargées de signification et d'intensité pulsionnelle. C'est que la métaphore révolutionnaire répond à une fondamentale défiance vis-à-vis de toute intégration structurale qui conduirait à une unité finale de l'œuvre. Elle voit cela comme un leurre, un pur effet de façade, comme une oppression exercée à l'encontre de la valeur propre de chaque élément. Elle donne une conception démocratique de l'œuvre où les constituants sont dotés d'initiatives, de capacités auto-organisationnelles en deçà ou au-delà de l'âme de leur créateur. Ainsi, la révolution poétique, en libérant le langage, expulse le poète de son intentionnalité, elle l'expose à une extériorité où il trouve la preuve négative de son existence poétique sur fond, thème bien connu, de mort de l'auteur, que je gloserai volontiers comme suit. Là où je ne parle plus, le poétique advient. L'autre revendication, portée par la métaphore de la révolution poétique, me semble d'un ordre très différent. Elle relève plus de la poétique de l'œuvre, mais elle relève d'une ontologie de l'événement littéraire. Elle exige de cet événement qu'il se tienne à la hauteur d'un absolu. Or, pour s'avérer, une telle absolutisation doit défaire tous les liens symboliques et mémoriels qui rattachaient l'œuvre à un héritage ou à une norme. L'œuvre révolutionnaire ne se conçoit que monstrueuse, hors norme, d'une singularité irréductible. Comme la révolution blanchotienne, elle relève du miracle, elle n'est pas de notre monde. Excédant toute forme, l'événementialité poétique est cependant virtuellement partout. Elle place l'auteur en situation de promeneur désœuvré, à l'affût d'une poéticité diffuse et introuvable, mais qui devrait lui revenir du dehors. Bien sûr, et pour finir, il faudrait maintenant se demander ce que ça signifie pour la littérature que l'abandon de la métaphore révolutionnaire. Certains y verront peut-être la fin de toute exigence, de cette démesure qui est nécessaire à l'élan poétique. D'autres y verront un retour à l'authenticité du métier et à une littérature qui s'avoue dépourvue de transcendance. Pour ma part, j'y vois surtout une chance de réconciliation avec notre langage, avec sa valeur médiatrice entre des expériences et leur expression langagière. Et cette portée médiatrice du langage littéraire me semble davantage entrer en résonance avec la représentativité démocratique qu'avec la terreur révolutionnaire. Je vous remercie.
Bien, écoute, merci pour ce superbe parcours, depuis la République des Lettres jusqu'à notre temps sans transcendance poétique. J'ai pas mal de questions. Tu as commencé avec la République des Lettres. N'aurait-on pas pu commencer avec la querelle des anciens et des modernes comme forme de cette opposition qui se reproduit, qui est une autre métaphore qui traverse les mêmes siècles et qui est concurrente et parfois synonyme, et souvent synonyme. Et dans les épisodes révolutionnaires que tu as cités, il y a toujours une forme de querelle d'anciens et de modernes. C'est souvent à cette querelle qu'on donne le nom de révolution, à partir des manifestes liés à la métaphore de la révolution et la forme du manifeste. Et c'est l'une de ces formes que les querelles des anciens et des modernes empruntent de manière répétée. Deuxième question, parce que le temps passe vite. Deuxième question que j'aurais aimé que l'on parle, que l'on évoque. Comment lier cette figure de la révolution et la figure du progrès? Parce qu'on pourrait faire plus ou moins le même parcours en disant que c'est cette figure du progrès qui alimente cette dynamique littéraire jusqu'au moment où, en effet, on a abouti au phonème ou à la lettre dans le lettrisme et qu'il n'y a plus rien à briser pour aller plus loin. Tout ce moment que tu décris, depuis le romantisme jusqu'à tel quel, c'est ce mouvement littéraire qui est animé par l'idée qu'il faut toujours aller plus loin. Alors c'est non seulement renverser au sens d'une révolution, mais c'est aller plus loin, aller au-delà. Je ne sais plus si je l'ai évoqué ici, je crois, dans une conversation, c'est Rob Grillet qui disait toujours il faut faire autre chose que Proust. Et Proust, il faut faire autre chose que Flaubert. Et puis Solers, il faut faire autre chose que Rob Grillet. Et toujours c'est au-delà. Troisième question, je peux toutes les poser. C'est celle de ce messianisme que tu disais nouveau avec Blanchot, mais dont on pourrait dire qu'il est aussi lié à l'histoire de la Révolution. Ce messianisme, ou cette mystique, ce que tu as qualifié de miraculeux, ça appartient sans doute à cette tradition de la Révolution, ce fil qui revient à différents moments, mais qui est. Puis alors le dernier point, la dernière question, ta conclusion, elle me rappelait évidemment quelqu'un dont tu n'as pas parlé, mais qui est très présent je pense, dans la réflexion que tu menais. Oui, évidemment, il est présent. C'est Paulhan. C'est les fleurs de Tarbes que tu nous as. Tu n'as pas fait le parcours un peu des fleurs de Tarbes. Avec la conclusion de Paulhan que ce qui a animé tout ce grand moment de Hugo à tel quel, toujours, c'est la haine du langage, la misologie. Et ce que tu disais, c'est ce que Paulhan dit à la fin des Fleurs de Tarbes, dans ta conclusion. Retournons à la rhétorique. Retournons à la rhétorique et à la réconciliation avec le langage. Arrêtons la guerre. Ça revient à la guerre. Arrêtons la guerre contre le langage. On revient à cette métaphore de la guerre et du combat, puisque c'est ça le point de départ de Paulhan, les Fleurs du Tarbes. Ils n'ont cessé de faire la guerre contre le langage, et cette guerre contre le langage, elle mène à l'incompréhension entre les hommes. Et donc la réconciliation avec le langage, c'est d'une certaine façon la réconciliation avec la démocratie, etc.
Voilà. Toutes ces questions sont importantes. Je sais qu'on... Trop importantes pour y répondre pertinemment en quelques secondes, mais j'essaye quand même. Alors pourquoi la République des lettres plutôt que la querelle des anciens et des modernes? Parce que la République des lettres est intéressante, parce que c'est une métaphore qui se transforme sous la Révolution. Elle existe déjà, mais elle est reprise, elle est radicalisée. Le propos de Domergue, il faut fonder la République des lettres, alors que c'est une notion qui existe, qui traverse tout le XVIIIe siècle. Marmontel fait un discours, cette fois avant la Révolution, bien sûr, devant l'Académie française, et il leur dit « je me trouve au sein de la République des lettres ». Et c'est ce qui va être contesté, en fait. Donc, le terme travaille, en quelque sorte, sous la Révolution. Il faut républicaniser la République des lettres, comme il faut... Robespierre a cette apostrophe à propos de la Révolution. Comment pouvez-vous penser une révolution sans révolution? Où il joue en fait sur les deux sens du terme. Une révolution au sens du XVIIIe. Comment pouvez-vous penser aujourd'hui un changement brutal de l'ordre des choses qui ne serait pas une révolution au sens moderne, au sens nouveau qu'a le terme? Je dirais que c'est un peu la même chose pour République des lettres. Donc ça m'a intéressé parce que ça permet de faire des jalons et de voir comment les métaphores se transforment, en fait, comment elles ont une vie où, historiquement, il y a une sorte de développement de tel ou tel aspect de la métaphore. Les métaphores ont une vie et elles s'épuisent aussi. Je pense que c'est le cas. Plus personne, je crois, aujourd'hui ne revendique l'idée de révolution poétique, qui était un lieu commun absolu. Ça, c'est pour le premier point. Lien de la figure de la Révolution au progrès. Alors, oui et non, parce que, en fait, c'est vrai pour Hugo, sans doute, mais ce qui caractérise Blanchot, et ce qui l'oppose aussi, si tu veux, au non-conformisme des années 30, c'est que ce qui l'intéresse dans la Révolution, c'est le suspens du temps historique. Ça, c'est très important pour Blanchot. C'est qu'il y a une interruption, on sort du temps historique. Idée qui, d'une certaine façon, était l'intuition de Chateaubriand, que j'ai mentionné. C'est très mestrien. Oui. Oui, sans doute. Il est fort probable que Blanchot ait lu de Maistre. C'est une vision providentialiste de la Révolution. Oui, mais c'est une idée aussi... alors, on va la retrouver chez Benjamin, assez curieusement. Mais c'est pour ça que j'évoquais le messianisme. Oui, on la retrouve chez Benjamin. Benjamin qui cite le fait que lors des révolutions de 1830, on a tiré sur les horloges à Paris. Les révolutionnaires ont tiré sur les horloges. Et il y voit, en fait, la figure même de la volonté profonde de la Révolution de suspendre le temps. Alors, toute cette je dirais, lignée interruptive va évidemment à l'encontre de l'idée de progrès. De ce point de vue-là, il y a plusieurs lignes, bien sûr. Et je dirais que la métaphore de la révolution poétique à partir de Blanchot se conçoit plutôt en termes d'interruption du temps qu'en termes de progrès. Encore qu'il faudrait sans doute faire des distinctions. Ta troisième question portait justement sur le messianisme. Oui. Non, mais oui. On la rejoint. Oui, d'accord. C'est avec ce fil messianique qui est, depuis Joseph de Maistre jusqu'à Benjamin et en passant par Blanchot, en effet présent dans la Révolution, comme sortie du temps. Quant à ton diagnostic sur le caractère paulanien de ma conclusion, ma réponse serait oui, avec toutes les adaptations nécessaires. L'idée de rhétorique est quand même... je ne la reprends pas telle qu'elle, autant... Paulan ne l'a jamais beaucoup explicité. Elle est très difficilement explicitable. Il n'y a pas eu de second volume des Fleurs de Tarbes. Donc, il va y en avoir un. S'il s'agit de croire en la capacité médiatrice du langage, oui, je suis
profondément paulanien, puis j'ai beaucoup fréquenté Paulan, et beaucoup... là aussi, chez lui, il y a un lien d'ailleurs tout à fait intéressant entre politique et poétique, mais c'est un lien qui est tout à fait contraire à celui de la métaphore révolutionnaire, c'est l'idée du lieu commun. Parce que la défense du lieu commun chez Paulan, c'est à la fois la défense de la banalité apparente du proverbe, mais c'est aussi une défense du commun, au sens démocratique du terme. Et il y a des réflexions aussi de Paulan sur la démocratie en tant que lieu commun. Donc effectivement, chez Paulan, la métaphore politique, elle est plutôt du côté démocratique, pas du tout du côté révolutionnaire, elle est du côté de la démocratie. S'il y a un lien entre littérature et politique, il est autour du démocratique et du commun. Et je pense qu'effectivement, à être un peu actualisé, c'est des pensées peut-être plus actuelles pour nous, plus porteuses aujourd'hui, que celles de la Révolution poétique qui apparaissent à distance, un peu comme des étrangetés. Oui, avec la question qui va avec, qui est que la métaphore de la Révolution, et même la métaphore de la terreur, a produit une grande littérature. Oui. Et voilà, ça pose la question de la métaphore de la conciliation. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est une littérature qui s'est fondée sur les prestiges d'une obscure transcendance. Oui. Et ça a fait sa force aussi, sa force de conviction, sa force de persuasion. Et je pense que c'est pour ça que c'est si important d'analyser les métaphores, c'est qu'on ne sait pas très bien ce qu'on pense. En fait, quand on pense par métaphore, c'est inévitable, bien sûr, qu'on pense par métaphore. On fait ça tout le temps et pour tout. Mais l'archéologie des métaphores permet de comprendre ce qu'on pense, effectivement, parce qu'au fond, l'analyse que je fais ici, elle n'a jamais été explicitée pendant tout le temps de cette métaphorisation. Elle a été alimentée, mais pas explicitée. Ici, c'est très bien d'avoir commencé à parler des années 30, puisque il me semble que je mets l'accent sur cette période, 1820-1870, mais enfin l'autre période l'autre moment qui mérite d'être analysé en termes de ce que j'ai appelé la guerre littéraire ou la littérature comme sport de combat, c'est ce moment-là. C'est le moment des années 20 à la libération. Donc on y a peu à peu. Donc ça me plaît que tu aies fait le lien depuis Hugo, depuis 1830 jusqu'à les années 30 et 40. 1830, c'est vraiment le point de bascule. C'est le moment où ça commence, cette convergence politico-poétique. Écoute, merci beaucoup. Merci à vous. Oui.